Bon, très bien. Donc, je vais commencer peut-être par une description du centre Interaction, puis ensuite je laisserai la parole à nos conférencières aujourd'hui qu'on est très contente d'accueillir avec nous. Donc, le centre Interaction, c'est ça depuis 2001. Le centre Interaction étudie la configuration et l'évolution des réseaux de solidarité, donc avec les communautés, le communautaire et le secteur public. Donc, on a une programmation de recherche qui priorise vraiment la recherche transformationnelle, donc c'est-à-dire qui tient compte de la diversité des populations et des milieux de vie et qui contribue activement au développement des pratiques adaptées. Et donc tout ça dans une perspective intersectorielle, donc avec différents secteurs d'action comme par exemple la santé, le logement, la santé mentale, etc. Et donc c'est cet axe-là est notamment porté par une équipe de recherche qui s'appelle l'équipe de recherche Regard, dont vous avez peut-être entendu parler. L'objet de Regard, c'est ça, ça touche vraiment l'action intersectorielle et en particulier la gouvernance et l'action en réseau. Donc ce sont ces deux équipes-là qui portent ces midis interactions qui ont lieu une fois par mois environ. Ces médias interactions-là, c'est l'occasion, donc c'est comme un espace d'échange, de réflexion et de rapprochement donc entre le milieu de la recherche et les milieux de pratique. Donc c'est vraiment l'objectif premier des médias interactions. Et vous pouvez retrouver toutes les informations, tous nos anciens aussi médias interactions sur notre site internet. Donc on pourra vous partager les liens dans le chat si jamais. Et donc, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir avec nous pour ce midi interaction Tinan Luang, Ariane Boyer et Carole Poulpessol. Donc, je vais commencer par les présenter, puis ensuite, je pourrai leur donner la main pour la suite. Euh, ce projet, c'est en fait un projet de recherche partenariale qui est mené avec la clinique pédiatrique transculturelle de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est porté par une équipe de recherche, notamment avec Ariane Boyer, donc qui est psychologue, clinicienne et chercheuse postdoctorale au département de sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal. Elle possède une expérience clinique en contexte pédopsychiatrique et en contexte d'intervention groupale transculturelle. Donc, ses intérêts cliniques et de recherche se concentrent notamment sur les différentes façons de faire famille, les notions d'accueil et d'altérité, et les modalités des soins culturellement sensibles aux familles immigrantes. Et donc, actuellement, elle œuvre pour la mise en place de services adaptés pour les mineurs non accompagnés. Et donc, elle assure les volets de recherche et de formation à la clinique pédiatrique transculturelle. Donc ensuite, on a Carole Boulbessol qui est travailleuse sociale et professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais, l'UQO. Et donc, elle possède un doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal et elle a de nombreuses années d'expérience en intervention et en recherche. Donc, ses intérêts se situent particulièrement sur les différentes formes de violence basées sur le genre, la santé mentale, les migrations, la recherche partenariale et qualitative et elle mobilise des approches féministes, transculturelles et anti-oppressives. Et enfin, Dr Tin Luang, qui est pédiatre à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, et donc qui a une pratique axée sur la santé biopsychosociale des enfants migrants. Et elle est directrice donc de la clinique pédiatrique transculturelle. Et elle est également professeure adjointe de la clinique à l'Université de Montréal. Et donc ses intérêts se concentrent sur les soins adaptés et culturellement sensibles pour les enfants et les familles issues de la diversité culturelle. Donc, je sais qu'il y a d'autres personnes aussi de l'équipe, notamment Diarra Traoré, qui est professeure à l'Université de Montréal, à l'école de travail social, puis Lourdes Rodriguez del Barrio, qui est aussi la directrice du centre Interaction et professeure également à l'école de travail social à l'Université de Montréal. Donc, pense que je pense que j'ai fait le tour. Je vais pouvoir laisser la parole à Ariane pour la suite de la présentation. Et en tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et voilà, ensuite, on pourra discuter davantage.
Merci. Merci beaucoup, Mama. Donc, je vais enregistrer. Lourdes, oui. Non, J'ai vu c'est une beau. petite main qui s'est levée. On était plusieurs dans la salle d'attente. Je voulais juste que vous vérifiez s'il y avait d'autres personnes qui étaient restées dehors. Voilà, c'est beau. Super. Alors, vous voyez bien la présentation, ça va? Oui. Oui, Excellent. Donc, merci encore pour l'invitation. Ça nous fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter ce partenariat entre Interaction et la clinique pédiatrique transculturelle de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci à Mona qui nous a déjà toutes présentées. Donc, ça va aller encore plus rapidement. Mais donc, les personnes qui ont été présentées, y compris Lourdes et Diara Traoré, constituent en fait l'équipe de recherche. Je vais passer plus rapidement maintenant que tout ça c'est fait. Voilà, donc la clinique pédiatrique transculturelle, elle s'appuie sur différents fondements théoriques dont je vais vous parler un peu aujourd'hui. Tout d'abord, Georges Devreux, qui a élaboré la méthode complémentariste, c'est-à-dire que lui, il se disait que pour vraiment bien comprendre la situation d'une personne, il fallait absolument avoir une double vision, c'est-à-dire une vision collective ou anthropologique, culturelle, et une vision plus individuelle, psychologique de la personne, que c'était obligatoire d'avoir cette double vision, mais qu'on ne pouvait pas l'avoir en même temps pour ne pas faire d'amalgame des niveaux individuels et collectifs. Ensuite, il y a Toby Nathan qui, lui, a opérationnalisé cette théorie dans un dispositif groupal thérapeutique dont on va vous parler tantôt davantage. Des caractéristiques de ce dispositif-là, c'était notamment d'utiliser la langue maternelle. Donc, même quand les familles parlent très bien français, c'est important qu'il y ait un interprète médiateur culturel dans le dispositif parce que c'est un éclaireur de plein d'éléments culturels que l'équipe ne connaît pas nécessairement. Mais aussi parce qu'on dit que les choses profondes, les choses sensibles, c'est plus facile des fois de les exprimer dans la langue du cœur. Puis, il y a toute une série de techniques ou de méthodologies là, qui est utilisée dans le dispositif groupal, dont le recours à des inducteurs de sens et de récits. Donc, on va beaucoup mobiliser des métaphores, des images, des expressions, puis aussi le partage d'expériences migratoires dans le groupe. Finalement, Marie-Rose Moreau, qui est peut-être un peu plus connue là, de nos jours, qui, elle, a adapté tout ça aux enjeux vraiment spécifiques aux enfants de deuxième génération. Puis, il a aussi établi trois grandes périodes de vulnérabilité dans le développement des enfants migrants. C'est-à-dire tout d'abord, ben, toute la période périnatale, donc qu'est-ce que ça représente comme défi que de mettre au monde un enfant dans un pays d'accueil, sans la présence du réseau élargi et avec tous les chocs dans les repères que ça implique. Ensuite, la période qu'elle dit des grands apprentissages, c'est-à-dire quand les enfants rentrent à l'école, et puis là, il y a vraiment un écart qui peut se creuser entre les enfants qui passent la majorité de leur temps dans la culture d'accueil, puis les parents, des fois, où le rythme peut être différent. Donc, ça crée vraiment des chocs culturels, puis des fossés générationnels parfois. Et finalement, la période de l'adolescence, comme on le sait, qui est très sensible au niveau de se créer des appartenances. Donc, c'est un moment charnière où ça peut être, les enfants peuvent être plus propices à se polariser, donc à avoir envie de s'affilier à des groupes marginalisés si leurs appartenances ne sont pas déjà bien ancrées. La clinique, elle a été fondée en 1999 par Dr Raphaël, qui est médecin et ethnothérapeute, et aussi Dr Rached, qui lui est pédiatre. Il y a une anecdote un peu fondatrice qui dit que Dr Rached était allé voir Dr Raphaël en disant: Mais qu'est-ce que je fais quand une mère vient me consulter parce qu'elle dit que son enfant est possédé? Donc là, ça amenait toute la question des problématiques de croyance. Mais tranquillement, ils ont pensé comment ils pourraient adapter les soins aux familles issues de l'immigration en créant donc une équipe qui était interdisciplinaire, interculturelle et intergénérationnelle. Donc, présentement, à la clinique, il y a deux pédiatres, deux psychologues et deux travailleuses sociales, et une travailleuse sociale, pardon, avec des stagiaires de ces différentes disciplines là, qui gravitent au fil du temps. À qui s'adressent les services de la clinique? Eh bien, c'est aux enfants, aux adolescents et à leurs familles, en plus de leurs intervenants. Donc, il faut savoir qu'à la base, la clinique pédiatrique transculturelle, c'est vraiment une clinique de consultation. Donc, toute démarche à la clinique commence toujours par une consultation
par les intervenants, qu'on dit aussi les référents. Il faut savoir que c'est une clinique qui n'est pas sectorisée, donc ça peut être des référents qui viennent de partout à travers le Québec et autant du réseau de la santé, du réseau scolaire, communautaire. Donc, c'est vraiment de tous les milieux. En fait, tout intervenant qui travaille auprès de familles issues de l'immigration sont bienvenus à consulter la clinique. Puis, ils vont venir nous consulter quand leur façon habituelle de faire ne fonctionne pas. Donc, il y a un peu une impasse thérapeutique et qui a rapport aux facteurs culturels de croyance, aux facteurs culturels migratoires ou de croyance. Donc, ils vont venir nous consulter. Ce sont des consultations qui se font par visioconférence. On va discuter avec eux de la situation. On va faire ce qu'on appelle une analyse transculturelle de la situation. On va essayer de dégager des pistes d'intervention. Et parfois, mais pas toujours, on va recevoir la famille en intervention groupale. Parfois, la consultation suffit. Parfois, les référents peuvent revenir pour une deuxième consultation. Mais sinon, on va recevoir la famille avec les référents dans le dispositif de groupe. Donc, la famille est toujours accompagnée des référents parce que même les interventions, elles sont assez espacées dans le temps. On voit les familles aux 6 à 8 semaines. Le but est vraiment de soutenir les référents pour qu'ils puissent continuer leur travail entre les rencontres. Donc, le dispositif groupal, c'est vraiment un espace de parole. C'est une démarche psychothérapeutique qui donne toute la place aux facteurs culturels, migratoires et de croyances. La clinique a également un mandat de formation qui est quand même de plus en plus développé parce qu'on a de plus en plus de demandes à ce niveau-là. On essaye de répondre à ces besoins par différentes modalités. Notamment, peut-être je vais avancer, on a développé une formation numérique qui permet en fait, qui est destinée à bien évaluer la situation des familles issues de l'immigration. Donc, on explique comment utiliser un outil qui est utilisé depuis longtemps à la clinique qui s'appelle la grille transculturelle. Donc, ça, on pourra diffuser, là, il y a les liens, là, c'est une formation qui est gratuite, autant si on fait partie du réseau de la santé qu'en dehors, là. Présentement, c'est une formation qui est gratuite. Donc, ça, c'est un de nos moyens de formation. Ensuite, c'est sûr que des fois, on a des demandes plus ciblées de certaines équipes. Donc, je peux penser, on a déjà donné, par exemple, une formation à une équipe CIP qui voulait adresser les défis plus spécifiques de la périnatalité en contexte migratoire. Donc, c'est le genre de formation plus ciblée qu'on peut donner. Finalement, ça arrive que des membres de l'équipe participent à des cours universitaires. Donc, c'est ça, il y a toutes sortes de modalités là, par lesquelles on essaie de donner de la formation. Puis, il faut dire que déjà, la clinique essayait de faire du transfert de connaissances par la rédaction d'articles. Donc, vous en avez quelques-uns qui sont listés ici. J'ai maintenant passé la parole à Carole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors moi, mon mandat aujourd'hui, c'est de représenter humblement le volet recherche, dans la mesure où je suis co-chercheuse de l'équipe donc, qui est dirigée par la professeure Del Barrio. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi de reconnaître que la clinique et la recherche qui s'y intéressent sont situées en territoire autochtone non cédé. Ceci étant dit, je poursuis. Donc, la clinique, l'équipe de la clinique qui vient de vous être présentée, en fait, a identifié par elle-même des besoins. Des besoins notamment pour améliorer les pratiques cliniques, pour faire des ponts avec le milieu universitaire. Donc là, on a quand même deux universités qui sont impliquées, donc l'UDM et l'UCO notamment. Donc, aller dans les milieux universitaires, faire des ponts pour consolider cette approche qui a été développée quand même depuis 27 ans à travers différentes générations d'ailleurs de cliniciens et de cliniciennes. Et troisièmement, de donner de la visibilité et une certaine légitimité à la clinique. Donc ça, c'était les besoins identifiés par l'équipe de manière autonome. Et équipe qui, par ailleurs, c'est important de le mentionner aussi, a réussi là à aller chercher un budget, notamment avec la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et la fondation RBC. Et armée de ces besoins et de ce financement, en fait, la clinique a approché donc la professeure Rodriguez del Barrio, qui a constitué une équipe, et on est donc en ce moment en train de finaliser, si vous voulez, l'élaboration d'une programmation de recherche dont je vais vous présenter les grandes lignes sous réserve de la finalisation de cette programmation. Donc on va nous profiter quelque part de la rencontre qu'on a avec vous aujourd'hui pour réfléchir avec vous et on l'espère bonifier aussi la manière dont on avait pensé le projet.
Ariane, par contre, j'ai besoin de toi pour bouger les slides. Merci. Donc, ces besoins-là, on a essayé de les transformer en objectifs de recherche qui vont comme suit pour le moment. Rendre compte des liens entre les différents acteurs et actrices impliqués dans cette clinique. Je vais vous en parler dans une minute. Définir et comprendre les rôles des personnes qu'on appelle les IMC dans le jargon clinique, qui sont les interprètes médiatrices culturelles. Et enfin, documenter les effets de cette approche sur les familles et sur les personnes référentes qui accompagnent ces familles jusqu'à la clinique. Alors, cette programmation, elle est en 3 temps et elle va s'intéresser finalement. Je veux bien que tu changes de diapo, s'il te plaît, Ariane. De mon côté, ça n'a pas bougé. Ah si, ça a bougé, excuse-moi. Merci. Et donc, en fait, cette clinique, l'idée de la programmation, finalement, c'est d'ouvrir la boîte noire de la clinique. Qui sont les acteurs et les actrices de cette clinique-là? Comment ils interagissent les uns avec les autres? Donc, par exemple, Ariane l'a dit, il y a 5 membres permanents de l'équipe clinique, auxquels s'ajoutent, selon les rencontres cliniques, différents acteurs et actrices. Des citoyens, citoyennes, accompagnateurs, accompagnatrices, des personnes étudiantes qui font des stages de durée variable, les fameuses personnes interprètes, médiatrices culturelles qui vont avoir ce rôle très important de traduire la langue, mais aussi de proposer des médiations pour la compréhension réciproque des rituels, des normes, de la spiritualité, des manières d'élever, des manières de penser la maladie, la santé, la mort, etc., etc. Les membres de la famille. Donc, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui viennent avec différents chapeaux au sein d'un même dispositif. Ariane, je veux bien que tu changes de diapositive, s'il te plaît. Et là, on voit à la lumière de ce schéma que ça peut commencer à être compliqué. Compliqué pourquoi? Parce que donc on a un enfant ou une personne adolescente, un enfant ou une adolescente, qui est un peu au centre, si vous voulez, de ce dispositif-là, avec sa famille, donc que j'ai placé en haut, parce que référé en lien avec ce qu'on appelle des problématiques, donc de migration, de fonction culturelle ou de croyance ou au niveau spirituel. Ok. Cet enfant-là, il est accompagné de différents membres de sa famille. On dit membre de la famille, mais en réalité, c'est une définition extensive. Parce que ça peut être aussi des proches, ça peut être des leaders religieux qui ont vraiment un lien proche avec les membres, ça peut être des voisins, des voisines, des personnes qui n'ont pas de lien filiaux directs, mais qui donc ont une influence importante sur la famille et la situation et qui peuvent nous aider la clinique finalement à mieux comprendre. Ok. Ensuite, on a les fameux référents, les étudiants, les citoyens accompagnateurs, la personne thérapeute principale qui va organiser la clinique, accompagner des personnes professionnelles qui sont des co-thérapeutes, on a une interprète, et vous voyez qu'au milieu de tout ça, bah, il y a une parole qui circule, des outils qui sont utilisés, co-construction, inducteur, objet actif, médiation, interprétation. Comme je vous disais tantôt, le rôle de, enfin, pas le rôle, une des volontés dans ce projet de recherche, c'est vraiment d'ouvrir la boîte noire et de dire, bah, OK, comment chacun et chacune des personnes impliquées dans ce dispositif comprend son rôle et comprend le rôle des autres? Comment ces personnes-là apprécient l'interaction entre leurs besoins initiaux et la manière dont ça se passe et les fameux impacts de l'approche? Comment est-ce que, par exemple, les interprètes médiateurs sont investis par les membres de la famille, sont utilisés par les cothérapeutes, etc., etc. Donc nous, on va vouloir en fait décortiquer les rôles, les actions, les réciprocités ou non, et les relations d'influence finalement des différentes personnes mobilisées dans ce dispositif et amenées à utiliser ces outils qu'on va aussi questionner à travers la recherche. Ariane, je veux bien que tu passes d'une... Merci. Comment on va faire ça? De manière assez classique, je vous dirais. Une revue de la littérature scientifique qui est déjà bien entamée. On va ensuite consulter les archives et les documents internes de la clinique parce qu'il y a quand même toute une documentation, là, une traçabilité de différentes informations qu'on va pouvoir réaliser. Et on va mener des récits, enfin des entretiens semi-dirigés pour aller chercher des récits d'expérience des différentes personnes impliquées. Je veux bien que tu passes. S'il te plaît, Ariane. Et donc, les prochaines étapes, eh bien, on va finaliser le protocole. On va, j'allais dire solidifier, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à défaut de mieux, je vais dire ça si vous m'y autorisez. Donc, solidifier des axes. Alors, la professeure Traoré, par exemple, elle s'intéresse aux questions de spiritualité et du religieux. Ariane Boyer, dans son postdoc, elle va explorer un axe particulier.
moi, dans mes intérêts de recherche, j'aimerais aussi travailler davantage sur les interprètes médiateurs culturels. Donc, on va finaliser, donc, comme je dis, ce protocole. On va aller en certification éthique et on va faire une collecte de données qu'on pourrait qualifier de séquencée, puisque on va commencer par les documents internes, puis on va rencontrer l'équipe, puis on va rencontrer les référents, puis les interprètes médiateurs culturels, puis les familles, dont on espère les enfants. Donc, comme ça, de manière, comme des dominos, si vous voulez. Ariane, merci. Dans la période d'échange, on va laisser la parole à Dr Luong, donc qui dirige la clinique et qui est donc membre de notre comité d'encadrement là, qui participe à nos rencontres statutaires notamment. Et ensuite, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez nous poser des questions, réagir, demander évidemment des précisions. Et aussi, on s'est permis de vous poser une question à vous aussi, chers participants et participantes, qui va comme suit. Quelles sont vos expériences de recherche et d'intervention auprès de jeunes et de familles issues de l'immigration, donc issues de l'immigration première, deuxième, troisième génération, avec lesquelles ce projet résonne? Autrement dit, on aimerait profiter de vos expertises de terrain, clinique et de recherche pour voir un peu qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça mange en hiver chez vous, et est-ce qu'il y a des ponts ou des idées finalement qu'on pourrait échanger qui pourraient alimenter nos milieux respectifs. Dernière diapo, c'est celle de nos contacts, que vous pourrez par ailleurs demander, j'imagine, à l'équipe d'interaction. Et si vous avez été piqué par la première partie, notamment de la présentation qui s'intéressait au service de la clinique et que vous dites, ah, mais là, moi, j'aimerais ça consulter, ou bon, eh bien, vous pouvez le faire avec l'adresse qui est présentée en dernier sur cette slide. Maintenant, je me tais, je laisse la parole à Mona, j'imagine, pour introduire la discussion. Oui, merci beaucoup, Carole. Merci. Merci. Je vais peut-être prendre l'occasion de donner la parole à Dr Luang si elle souhaite commenter la partie présentation, puis ensuite on pourra échanger tous ensemble si ça vous va comme plan de match. Ouais, merci beaucoup, Mona. Donc, merci pour l'invitation de l'équipe Interaction. Donc, moi, je suis très contente de pouvoir participer à ce projet de recherche. Moi, je suis une clinicienne avant tout, mais je pense que c'est important de vraiment bien comprendre ce qu'on fait, puis évaluer ce qu'on fait et pour pouvoir mieux faire. Parce que c'est sûr que vous pouvez, les ressources à l'hôpital, pas juste à Maisonneuve-Rosemont, mais partout dans le milieu public, sont quand même très limitées. Donc, ce qui fait que notre clinique fonctionne seulement une journée par semaine. Alors, nous, on a vraiment la volonté d'élargir nos activités au-delà du milieu hospitalier de Maisonneuve-Rosemont. Ce qui fait qu'on essaie d'avoir des partenariats avec différentes organisations, différentes cliniques pour faire en sorte que l'approche transculturelle soit mieux connue, soit plus enseignée, soit plus utilisée pour le bien des patients et pour aussi soutenir les intervenants. Donc, peut-être je peux vous donner quelques exemples un peu des partenariats qu'on a. Et si on veut élargir ces partenariats, je pense que le volet recherche est vraiment important pour pouvoir justement comprendre comment on travaille et pour pouvoir bien l'appliquer à d'autres milieux, à d'autres plateformes là, cliniques qu'à l'hôpital. Par exemple, on soutient les consultations transculturelles au CLSC Saint-Michel en santé mentale jeunesse. Donc ça, c'est un service de première ligne. Nous, on est plus la deuxième, troisième ligne, si on veut. On a aussi un projet avec un organisme communautaire à Montréal-Nord, donc le centre Café Jeunesse Multiculturelle, pardon, où est-ce que on soutient une intervenante, une psychothérapeute qui applique l'approche transculturelle à des jeunes qui sont un peu au niveau en marge, là, de la marginalité, qui ne sont pas une population qui vont consulter dans les services publics pour différentes raisons. On a un projet, par exemple, qui est en élaboration avec l'hôpital Sainte-Justine, donc vraiment pour plus supporter les équipes dans un milieu hospitalisé tertiaire, surspécialisé, où est-ce que des cas aigus là, font appel à des
perception, au niveau de la croyance dans le soin des enfants, au niveau de plein d'éléments culturels, la compréhension du concept de la vie versus qualité de vie, acharnement thérapeutique et tout ça. Donc, c'est un autre volet qui est vraiment intéressant à développer. Ça nous amène aussi à travailler avec des comités d'éthique dans ces milieux-là pour discuter des cas quand il y a litige entre l'équipe traitante et la famille. Donc, et c'est ça, donc on a mentionné aussi là, le milieu universitaire avec lequel on veut développer aussi des liens pour que l'approche transculturelle soit mieux enseignée. Parce que sur le terrain, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment un besoin au niveau des intervenants qui travaillent avec ces familles d'avoir du support, d'avoir de la formation, d'avoir pas juste théorique, mais même pratique. Donc, Ariane vous a parlé de la formation virtuelle. On va en faire aussi des ateliers pratiques là, pour les gens qui auront suivi la formation pour discuter des cas concrets pour aider les personnes dans l'évolution de leur suivi. Donc, en fait, c'est un peu ce que je voulais vous parler, puis je vais prendre vos questions avec plaisir. Merci beaucoup, Dr. Young. Merci beaucoup à vous trois. Je pense que... Ah, Lourdes, oui, allez, vas-y. Mais oui, bonjour tout le monde. Peut-être deux, trois petits éléments en résonance avec ce que vient d'être présenté. Les défis de ce projet, il y en a plusieurs, mais une de une des défis, c'est de trouver une méthodologie qui est adaptée à l'approche clinique comme telle. C'est-à-dire qui respecte la logique même dans laquelle l'approche émerge et mise en place. Et donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant les discussions qu'il y en a au sein de l'équipe qui a été constituée, puis en résonance avec les travaux aussi, par exemple, de l'équipe de recherche et action Erasme, santé mentale et culture, toute la dimension de cette pluralité des savoirs et ces pluralités de pratiques qui se rencontrent dans un espace thérapeutique groupal, dans lequel la pluralité des voix, la capacité d'écoute et la capacité de mobilisation des ressources qui habituellement ne sont pas mobilisées par les approches thérapeutiques toujours, parce qu'on est trop habitué dans les systèmes de services à arriver avec des solutions qui sont produites par les savoirs professionnels et les savoirs experts. Et ici, on mobilise toutes d'autres sources des savoirs et des pratiques. Donc, je trouve extrêmement intéressant dans cette synergie qui se crée entre la clinique et la recherche, d'identifier ces ingrédients actifs qui arrivent à produire des effets au niveau des référents, des intervenants qui vont demander l'aide, mais aussi éventuellement, et ça c'est notre ambition, puis on va voir comment est-ce qu'on surtout au niveau aussi des familles et des personnes qui viennent consulter éventuellement la clinique. Donc, on est intéressé à identifier les processus qui produisent des effets. Et donc, le croisement des points de vue dans la méthodologie est importante et une type de façon de faire la recherche qui tient compte, presque ethnographique, c'est-à-dire qui tient compte de la manière comment l'approche s'actualise directement dans la pratique, ce qu'on appelle, ce sont des approches naturalistiques qu'on nomme holistiques, c'est-à-dire qui regardent les choses telles que la pratique telle qu'elle est mise en action et pas une évaluation qui serait en faisant que la boîte noire. J'ai beaucoup aimé quand Carole dit c'est d'ouvrir la boîte. Hein. Ce n'est pas tant de dire quels sont les objectifs de la clinique, quels sont les effets, puis faire une évaluation top-down, mais c'est davantage de regarder les processus qui produisent dans une intention d'améliorer les pratiques, mais aussi effectivement de les rendre plus disponibles par la suite pour la formation et leur développement. Le dernier point que je voudrais ajouter, c'est que il y a au Québec, à Montréal en particulier, d'autres cliniques, d'autres approches groupales
qui, qui est comme la clinique de Jean Talon, par exemple, qui travaille à partir de mêmes perspectives. Et donc, la mise en dialogue est très intéressante. Il y a aussi d'autres approches qui travaillent avec des dimensions groupales, soit auprès des peuples autochtones, soit dans les cas des approches qu'on est en train d'implanter, qu'on appelle dialogue ouvert, dans lesquels on met aussi en pratique ces dimensions forum thérapeutiques et en même temps une intention de travailler aussi en réseau. Donc, c'est un dispositif que, comme Tignan vient de dire, se présente a priori comme dans la troisième, quatrième ligne, mais en même temps, l'intention, c'est un travail de réseautage qui amène la qualité de vie dans la communauté, c'est-à-dire qui travaille en résonance et en alliance avec les intervenants de la première ligne, les intervenants qui sont directement en lien avec ces familles pour contribuer dans l'amélioration de la qualité de vie. Donc, à ce moment-là, on est dans une approche qui reste pas renfermée dans l'espace de cette troisième ligne. Et donc, c'est d'autant plus important par la recherche de pouvoir suivre ces liens et ces relations qui permettent de comprendre comment on agit et éventuellement augmenter la capacité d'influence des approches si importantes pour répondre aux grands défis des sociétés très cosmopolites, très hétérogènes, comme sont les sociétés québécoises contemporaines, pour pouvoir que cela puisse contribuer au maximum à répondre aux besoins des personnes. Merci beaucoup pour ces ajouts, pour ces commentaires, Lourdes. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une équipe qui travaille fort sur ces questions. Peut-être que je vous inviterai à rallumer vos caméras pour celles et ceux qui le souhaitent, puis à utiliser le chat, à lever la main. Là, on arriverait dans la période d'échange. Je vais aussi arrêter l'enregistrement pour que tout le monde se sente